Eh bien, je vais vous parler d'un patient plus âgé, puisqu'il a 72 ans, qui a fait un accident coronarien aigu, un infarctus du myocarde. C'est un vieux dossier, c'est en 2009. Et puis, quelques mois après, il fait un passage en fibrillation auriculaire et on le met sous amiodarone. Et puis, quelques temps après, commence à arriver un essoufflement et de la toux. Qu'est-ce que vous pensez que l'on peut avoir comme auscultation? Alors, on me dit des crépitants, avec des sibilants. Très bien. Quelle est votre hypothèse diagnostique? Donc, vous pensez qu'il fait une poussée d'insuffisance ventriculaire gauche. Voilà son cliché. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre hypothèse quand vous avez ce cliché? Il a un cœur qui n'est pas très gros, effectivement. On a quand même des lignes de Kerley un petit peu. L'insuffisance cardiaque gauche, mais il n'a pas un cœur qui est très volumineux, mais on a un aspect quand même de poumon cardiaque, avec de gros vaisseaux, une redistribution vasculaire. On a des lignes de Kerley, ça c'est absolument sûr, de Kerley B. On a un syndrome interstitiel, un flou hilaire bilatéral. On a un cœur qui est à la limite. Et tous ces signes sont retrouvés sur le scanner. On est bien d'accord? Vous avez les lignes de Kerley sur un cliché qui est frontal. Vous avez un épaississement péribrochovasculaire de l'interstition. Vous avez un peu de verre dépoli et on peut penser qu'il y a déjà un petit passage intra-alvéolaire à minima. Et ce que nous a montré le scanner, surtout, c'est l'existence d'adénomégalie hilaire et médiastinale, adénomégalie de résorption et qui peuvent dans certains cas être très volumineuses. Donc ça c'est une notion importante, l'existence de ces ganglions hilaires et médiastinaux. C'est de l'eau parce que dans plusieurs cas au début, il y a bien longtemps, ils ont été opérés, le chirurgien retrouvait des ganglions pleins d'eau. Alors, souvenez-vous que l'on retrouve, lorsque le sujet est au scanner, que l'on retrouve tout ça dans les lobes supérieurs, parfois en bas, bien évidemment, que l'aspect est très caractéristique parce que ça dessine le lobule secondaire dont l'architecture est maintenue. Ça, c'est un élément très important. Bien sûr, on a parfois, aux angles du polyèdre, des grosses veines, puisqu'on est au stade d'hypertension veineuse pulmonaire, on a de grosses veines, et on a du verre dépoli, comme dans ce cas, où il y a déjà un passage, une extravasation du fait d'un œdème pulmonaire. Alors, juste pour vous dire qu'on a quand même quelques diagnostics différentiels qu'il faut toujours rechercher. Le premier, et non des moindres, c'est la lymphangite, qui donne un aspect absolument identique. Excepté lorsqu'on a parfois les scissures emperlées, pas les scissures, pardon, les septa interlobulaires emperlés par des emboles de cellules néoplasiques. Mais bien souvent, c'est difficile à voir, et dans quelques cas, il a fallu faire un test diurétique pour être certain que l'atteinte interstitielle persistait, et donc dire c'est une lymphangite, parce que ça n'est pas toujours facile. Se souvenir
qu'on peut avoir un tableau absolument identique dans la pneumonie aiguë à éosinophile. C'est un tableau souvent aigu d'un sujet jeune. Ça se présente comme un poumon hémodynamique, mais avec un petit cœur. La cause, c'est un empoussiérage ou des médicaments. Empoussiérage, ça peut être, par exemple, les attentats du 11 septembre. Il y a eu beaucoup de pneumopathie aiguë à éosinophile, du fait de l'agression pulmonaire qu'il y a eu. Pensez à la cigarette électronique, parce qu'on a des jeunes qui fument la cigarette électronique et qui fument beaucoup. Ce sont ces gens-là qui font les pneumonies aiguës à éosinophile. Et autre caractéristique, souvenez-vous qu'il n'y a pas forcément d'éosinophilie sérique. Vous l'obtiendrez au lavage alvéolaire. Le dernier cas qu'on avait vu avec Sébastien, c'est au lavage. Il n'y en avait pas dans la prise de sang. Il y a une maladie très rare, c'est une histiocytose non-Langerhansienne, c'est la maladie de Erdheim-Chester, avec des douleurs osseuses. Juste pour vous, si en descendant les coupes, vous avez des reins que l'on dit peignés, c'est cette maladie-là. Cet aspect de rein comme ça, très irrégulier, c'est très caractéristique de cette maladie Erdheim-Chester. Et qui donne parfois, alors la maladie, vous voyez, ça donne un aspect d'œdème interstitiel, mais parfois ça peut toucher le cœur. Et donc on peut avoir un aspect lié à l'atteinte cardiaque. Mais souvenez-vous de ces reins qui sont caractéristiques dans ce type de maladie. Après, il y a d'autres raretés, hein. C'est la maladie véno-occlusive, mais il ne faut pas oublier que vous avez des patients traités en oncologie et que les traitements oncologiques donnent des maladies véno-occlusives. Donc, gardez bien à l'esprit qu'un patient néoplasique traité peut faire un poumon hémodynamique parce qu'il est en surcharge à cause du cisplatine, de l'atteinte rénale, etc. Mais également par maladie véno-occlusive. La sténose, c'est une rareté. Et ça, c'est un emphysème centrolobulaire très évolué, mais c'est des fausses images parce que les débris de parois alvéolaires se plaquent. C'est fini? Ah, j'ai eu peur. Juste un mot pour l'œdème cardiogénique brutal, qui est souvent un œdème d'origine ischémique, rupture d'un pilier, etc. Il n'y a pas la phase interstitielle. Donc vous avez d'emblée la phase alvéolaire, dont il n'y a jamais les lignes de Kerley ou l'épaississement des septa. On n'a pas ça. Ok, alors, votre auscultation, vous n'avez pas de crépitant de sibilant. Il n'y a rien. Le médicament, toujours l'évoquer, bien évidemment. D'abord, il y a une imputabilité intrinsèque, c'est la chronologie, et puis une imputabilité extrinsèque, c'est la notoriété de ce médicament, bien sûr. Donc tout ça, vous le savez, hein, chez quelqu'un dont l'aspect peut, chez un cardiaque, toujours évoquer le poumon médicamenteux. L'amiodarone est la plus classique, bien évidemment. Les cardiaques utilisent des bêta-bloquants de plus en plus souvent, et on a des atteintes aux bêta-bloquants. Ça, c'est relativement fréquent. Enfin, à l'époque, on disait « Ah, l'atteinte interstitielle due aux statines », et puis finalement, c'est excessivement rare, l'atteinte aux statines. Pneumotox, je ne vous apprends rien, vous voyez que l'amiodarone est vraiment le médicament qui donne le plus d'atteinte dans le poumon. Elle a 75 ans, essoufflement, coronaropathie, trouble d'urine traité par amiodarone. Qu'est-ce que vous en faites? Non, non, ça n'est une autre, on change un peu. Allez, je vous mets sur la piste. Les biomarqueurs cardiaques sont stables et
Le bilan cardiologique ne retrouve aucune modification. Franchement, ça peut ressembler à un poumon hémodynamique. On est bien d'accord? Regardez le scanner en détail. Et quand vous allez voir un scanner pareil, vous allez dire, c'est pas un poumon hémodynamique, ça. On est bien d'accord, c'est l'amiodarone qui a entraîné une pneumopathie interstitielle de type fibrosant avec des bronchiectasies qui arrivent, des réticulations endolobulaires, dont ça évoque vers un processus fibrosant. L'atteinte parenchymateuse de l'amiodarone, classiquement le tableau, d'abord, ça se voit dans 4 à 5% des patients. Ce sont surtout des hommes, plutôt âgés de 40 ans, et qui ont eu beaucoup d'amiodarone. Le tableau est celui d'une pneumopathie interstitielle dyspnéisante, rarement une forme aiguë. Soit c'est une pince, avec le respect du cortex sous-pleural, soit une pneumonie organisée, soit comme ce patient qui n'a pas fait les frais d'une hémorragie alvéolaire. Dans 3% des cas, vous allez être orienté parce que vous avez un foie hyperdense. Ça, c'est un signe d'imprégnation. Ce n'est pas un signe de complication. 3%, il y a une densité. La densité normale est aux alentours de 50, 60 unités en Swil. Et là, c'est beaucoup plus important, au-delà de 75. Et puis, on peut avoir des condensations alvéolaires hyperdenses. Il y a d'autres formes. Il y a des formes en verre dépoli, avec parfois un épanchement pleural et des formes nodulaires. Ne pas se faire avoir par une décompensation cardiaque chez un patient qui fait une hyperthyroïdie. J'ai eu un cas une fois, le sujet présentait une hyperthyroïdie clinique avec des tremblements, il avait bien sûr la TSH dans les chaussettes, etc. Et son cœur ne suivait pas, bien évidemment, et il avait fait une décompensation. Or, l'amiodarone peut donner des thyroïdiennes qui, elles, décompensent le cœur. Donc, c'est un autre type d'atteinte liée à l'amiodarone. Cette patiente-là, pardon, pas un homme, mais cette patiente, elle, c'était le propanolone, la vocardie, qui était en cause. Et ça, on en voit plusieurs, on en a eu plusieurs cas. Ce patient est venu pour une suspicion d'atteinte à l'amiodarone. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, allez-y, on est entre nous, là, il n'y a personne, il n'y a plus. C'est plutôt vasculaire, la coupole droite est un peu surélevée, oui. En fait, vous voyez que les lobes inférieurs sont relativement denses, et qu'il y a une déshabitation en haut. Donc c'est l'inverse de mon cas de tout à l'heure de déficit en alpha-antitrypsine. En fait, il y avait une destruction emphysémateuse des lobes supérieurs et le sang allait vers les lobes inférieurs, mais ça n'est en aucun cas une atteinte à la chordarone. Et pour finir, je voudrais vous montrer ce dernier cas. C'est un homme de 70 ans. Vous voyez qu'il a une cardiopathie très évoluée, puisqu'il a une fraction d'éjection entre 20 et 25. Donc on lui a mis un défibrillateur, on lui a mis un stimulateur cardiaque, et puis il fait une pneumopathie interstitielle relativement évolutive en quelques semaines qui l'amène en réa, et sa pathologie, elle est corticosensible. Très bien. Mais malheureusement, elle récidive dès que la posologie de la corticothérapie est abaissée. Et donc, il finit par une nouvelle décompensation 3 mois après le premier épisode, en août, parce que la corticothérapie avait été interrompue, et nous le voyons
pour cette image qui est de septembre, mais c'était même plus important à ce moment-là. Je reviens, il a au bilan une lymphocytose, pas d'argument pour une PHS, mais des médicaments qui sont possiblement en cause. Et les médicaments, comme vous le savez, ils peuvent agir soit par le biais d'une PHS, soit par le biais d'une accumulation, soit par le biais d'une toxicité directe. Il y a donc plusieurs possibilités de toucher les poumons. Et comme vous voyez, il a un bêta-bloquant, le Procoralan et le Stavro. Tout ça est arrêté et donc il sort sous cortisone avec une bonne amélioration en septembre, après son épisode de réanimation, ce qui confirmait donc qu'il y avait une origine médicamenteuse vraisemblable. Il est revu en octobre, 2 diapos. Il est revu en octobre, il s'améliore toujours, la corticothérapie est donc baissée, voici son scanner. Et puis, début novembre, il fait le vaccin antigrippal. À ce moment-là, il s'aggrave et on reprend la corticothérapie. Et malgré la reprise de la corticothérapie, en décembre, il fait une énorme aggravation qui, dans le cas présent, évoque indiscutablement un œdème au stade interstitiel avec un épaississement des septa interlobulaires réguliers, diffus, bon, il a le gros cœur, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il faut que je vous donne pas le... D'abord, regardez une chose. Scanner de septembre. Vous voyez le lobe inférieur droit. Ça, c'est la branche de Nelson. Bien. Regardez en octobre, alors qu'il va bien. Allez-y. C'est pas tellement ça, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'on a déjà un décès des lobules secondaires. Donc lui, il va pas mal, mais il y a probablement, puisque le dernier est comme ça, un début d'hypertension veineuse pulmonaire. On est bien d'accord. Là, il a une pression capillaire entre 15 et 20. Non, c'était... En gros, c'est un poumon médicamenteux associé à un poumon cardiaque. Donc, souvenez-vous que l'atteinte chez un cardiaque, elle peut être à la fois hémodynamique, mais également, vous pouvez... Mais pourquoi la réponse à la corticothérapie? Parce que c'était l'atteinte médicamenteuse à ce moment-là. Les médicaments ont été arrêtés, et les nouveaux n'ont pas été efficaces, et ils développent son atteinte hémodynamique. Est-ce que c'est vraiment en cause? Souvent on dit, dès que ça vient après une vaccination, tout le monde a tendance à dire après c'est le vaccin qui m'a... Voilà, c'était juste pour dire que le cardiaque, soit c'est l'hémodynamie, soit c'est le médicament, il peut y avoir l'infection, autre chose, mais ça peut être intriqué. Ça peut être intriqué. Le médicament ça n'avait pas été vu en octobre quand il avait le début d'œdème interstitiel. Voilà, je vous remercie. Merci. On a fini la matinée. Donc, je vais vous raconter une petite histoire d'un monsieur de 39 ans qui se consulte pour des symptômes assez classiques en pneumologie, un quinte de toux, dyspnée et fièvre depuis 2 semaines. Donc c'est un monsieur qui exerce la profession de paysagiste à Montpellier. À l'interrogatoire, il vit avec sa compagne, il a un enfant, il a une intoxication tabagique relativement importante, j'ai plus les chiffres, mais également une consommation de cannabis avec 10 joints par jour depuis l'âge de 13 ans. Donc, également à l'interrogatoire, on trouve une notion de contagion viral. Sa fille a fait une infection respiratoire quelques semaines auparavant, quelques jours auparavant. Et à l'examen, il a non seulement une asthénie, mais aussi une perte de 5 kg. Il fait actuellement 50 kg pour 1m65.
On note aussi qu'il n'est pas friand des préventions par vaccination et il n'a pas été vacciné contre le Covid. Je vous montre le cliché du thorax. Alors, à part le fait de dire qu'on fait des clichés de mauvaise qualité, vous voyez l'ombre de l'omoplate, bon, elle a été faite assise, je ne sais pas pourquoi. Donc on voit finalement peu de choses sur le cliché standard et un scanner est demandé. Donc là, je vous laisse le temps d'apprécier ces jolies images. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu ça, on s'est dit, ah, c'est intéressant. Donc 39 ans, symptômes respiratoires avec de la toux, une perte de poids de 5 kg et puis ces images. Alors on pose la question du piégeage. Alors avant, le scanner n'a pas été fait en expiration, alors je vous triche un peu, là j'aurais pu vous inventer que c'est des expis, c'est pas vrai, c'est des coupes en post-traitement de minimum intensité de projection, c'est comme le MIP que vous connaissez pour détecter les nodules, mais en une intensité minimale qui permet de bien mettre en évidence les zones hypodenses, donc les bronches, quand on veut regarder des bronchiolectasis, c'est très intéressant, mais aussi des zones de perfusion en mosaïque, ce qui est le cas puisque c'est en inspiration. Et donc on a une franche hétérogénéité du parenchyme pulmonaire. Hein. Vous savez, des alternances de zones hypodenses bien circonscrites et puis des zones plus hyperdenses. Ok. Je vous montre quand même le médiastin. En général, ça vous intéresse moins, mais il faut quand même le regarder. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, c'est un temps mixte. Hein. On voit très bien l'artère pulmonaire. Il n'y a pas de défect, il n'y a pas de dilatation. Je ne vois pas de pathologie athéromateuse ni les jeunes. Je trouve quand même que les ganglions, certes, pas forcément supracentimétriques, mais enfin, en tout cas, on les voit bien. Donc, des ganglions juxtacentimétriques à noter. Voilà. Donc, si on reprend, et ce qui a été très clairement exprimé, c'est qu'il y a du piégeage. En tout cas, une perfusion mosaïque. On parle de perfusion mosaïque quand on n'a qu'une inspiration. Et quand on a inspiration et expiration et que les zones noires sont majeures, on parle de piégeage. On va revoir ces images. Donc ce patient, il a des zones noires. Vous voyez que le minimum d'intensité de projection, ce n'est pas une acquisition complémentaire, hein, c'est du post-traitement, c'est très utile pour bien objectiver ces zones noires. On voit beaucoup mieux que sur le scanner non traité. Et puis on voit également du verre dépoli, hein, c'est assez dense, des zones qui ne sont pas le piégeage ni le verre dépoli, notamment dans les territoires antérieurs, qui est du poumon normal. Tout à l'heure, Thomas en a parlé, ça s'appelle un parenchyme en 3 densités. Donc l'hypodensité qui correspond vraisemblablement au piégeage, le verre dépoli et du poumon normal. Donc ça c'est un pattern, un tableau radiologique, scanographique qui est tout à fait particulier. Donc si on refait un petit point sur le piégeage dont on vient de parler, vous avez un scanner ici d'un autre patient qui est en inspiration et la coupe équivalente en expiration. Et donc le principe sur 2 niveaux ici, c'est que quand vous soufflez, forcément vous évacuez l'air qui est dans le poumon, l'air c'est peu dense, et donc vous avez augmenté artificiellement la densité du poumon, donc c'est cet aspect-là. Vous avez donc une hyperdensité physiologique en expiration, et puis il y a des zones qui restent bien noires ici. Donc c'est un patient asthmatique, c'est le principe de l'obstruction des voies aériennes distales dans l'asthme. Quand vous les faites souffler, vous avez des piégeages ici lobulaires, voire tout un segment antérieur ici. Donc le principe en expiration, c'est une augmentation du gradient de densité en expiration, et puis parfois on a ce qu'on appelle le piégeage. Pourquoi on fait ces coupes expiratoires? Ça permet de différencier la perfusion en mosaïque d'origine bronchiolaire, c'est-à-dire en expiration ça se majore, de la perfusion en mosaïque d'origine vasculaire, c'est ce qu'on voit dans l'hypertension pulmonaire post-embolique. Alors un petit point important, pensez à bien regarder, si vous analysez les coupes qu'on vous présente en expiration, pensez à bien regarder la trachée. Vous voyez, elle est un peu particulière cette trachée. Pourquoi? Eh bien, vous avez un mouvement de la membrane trachéale antérieure vers l'avant, ça donne une image de croissance, on a même parfois des collapsus complets. Pourquoi il faut regarder ça? Ça veut dire que c'est vraiment fait en expiration.
Parce que c'est des manœuvres qui sont difficiles à faire, et donc quand c'est pas réalisé correctement, c'est pas interprétable. Donc il faut ces conditions-là pour avoir un scanner interprétable en expiration. Donc ici, a priori, on a du piégeage aérique, et même plus précisément les 3 densités. Donc dans les piégeages aériques, c'est essentiellement les pathologies bronchiolaires, c'est ce qu'on vient de voir. Donc toutes les bronchopathies peuvent donner ça. Vous l'avez dans la BPCO, même dans les DDV, surtout dans l'asthme. C'est rapporté, corrélé à la sévérité de la maladie. Il y a des corrélations entre l'importance de la quantification du piégeage aérique avec des techniques de quantification automatisées et la sévérité de la maladie ou les exacerbations. Donc l'autre cause bien connue et bien fréquente de piégeage aérique, c'est la bronchiolite respiratoire. Je vous rappelle qu'il y a un très grand nombre de patients tabagiques qui vont avoir des images de bronchiolite respiratoire. On les dit associées à une maladie interstitielle RBILD quand elles sont symptomatiques, mais sur le plan de l'imagerie, c'est la même chose. Enfin, une grande classe de piégeage aérique qui donne des images très caractéristiques, c'est la bronchiolite constrictive, notamment au cadre de GVH. Donc on a évoqué potentiellement ça, mais plus précisément, on a ici un pattern 3 densités. Alors, c'est comme dans tous les catalogues, on a des causes déterminées. Donc la première cause de 3 densités, c'est ce qu'a bien montré Thomas sur ces images de scanner tout à l'heure, c'est la pneumonie d'hypersensibilité. Et donc, premier diagnostic. Moins fréquent, mais d'autres pathologies comme la sarcoïdose qui peuvent donner des hyperréactivités bronchiques. Je vous l'ai dit, la bronchiolite respiratoire RB ou RBILD. Et puis, vous avez des 2 autres causes de bronchiolite. Et puis, certaines infections atypiques peuvent donner ça. Enfin, on peut imaginer que surajouter du verre dépoli lié à une décompensation cardiaque et de l'asthme, enfin voilà, il y a des combinaisons possibles. Donc, on a affaire à quoi? On reprend la synthèse de notre histoire, il a 39 ans, on est devant un patient qui tousse, qui a une dyspnée, de la fièvre, ça colle bien à ce qu'on a vu avec l'hypersensibilité, et puis, bon, il n'est pas fermier, mais il travaille potentiellement avec du foie gras, j'en sais rien, mais enfin, un métier qui n'est pas anodin. Alors, je vous ai trouvé cette image magnifique sur Internet, parce que bon, on appelle ça pattern en 3 densités aujourd'hui, avant ça s'appelle egg cheese ou fromage de tête. En fait, c'est assez incompréhensible pour les gens qui ne mangent pas ça et qui ne connaissent pas le produit, donc ça n'a pas de sens d'utiliser ce terme. Donc on préfère 3 densités. Enfin, vous voyez quand même que ça ressemblait bien, enfin, il faut avoir beaucoup d'invention pour comprendre. Bref, on a symptomatologie respiratoire, exposition potentiellement à des antigènes inhalés et un aspect de 3 densités. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse de travail? La pneumonie d'hypersensibilité. On a tout qui colle. Est-ce que ça vous va jusqu'à présent? On est OK? Si ça s'arrêtait là, ça serait moins rigolo. Je vais quand même faire un petit point sur la pneumonie d'hypersensibilité, bien que ce soit rappelé. Avant, on parlait de aiguë subacute chronique, on parle maintenant de pneumonie d'hypersensibilité fibreuse ou non fibreuse. Et puis, c'est les conséquences d'une réaction immunitaire après une exposition à un antigène inhalé. Et malheureusement, dans un grand nombre de cas, eh bien, ces antigènes ne sont pas identifiés. Je remets ce tableau d'un papier qui est issu du Blue Journal de 2017. C'est une étude de cohorte dans une population indienne. Alors, qu'est-ce que je veux noter là-dessus? On dit que ce n'est pas aussi fréquent que la FPI ou la sarcoïdose. Eux, c'est une des principales causes qu'ils ont retrouvées dans leur registre d'atteinte interstitielle, la pneumonie d'hypersensibilité. Et puis, on dit que c'est plutôt le milieu agricole, et eux, c'était plutôt urbain. Donc, il y a sans doute des disparités en fonction des territoires, mais c'est une pathologie probablement sous-estimée. Donc, je reviens sur mon cas clinique et je vous pose une question. Est-ce que vous faites d'autres examens? Et puis, évidemment, on va penser au LBA. Est-ce que vous pensez que ça soit nécessaire ici, ou on va partir sur une éviction professionnelle? Alors, qui fait le LBA? C'est quand même pas mal, hein? Il y a quand même une grande majorité. Pourquoi on fait le LBA? On n'est quand même pas certain du diagnostic, hein, alors même si les images sont très jolies, on n'est pas certain. Et donc, effectivement, on a bien fait de faire le LBA à titre systématique, avec malgré tout une forte
présomption de pneumonie d'hypersensibilité. Malheureusement, c'est autre chose. Ce patient a une pneumocystose. Le BVLA venu positif à pneumocystis girondecis. Et puis, évidemment, dans la cohorte, on a retrouvé l'antigénémie VIH positive avec plus de 200 000 copies du virus et des CD4 effondrés, et donc la mise en route d'un traitement habituel actuellement recommandé. Alors, quel est le lien avec tout ça? Je vais juste faire un petit point rapide avant la conclusion sur la pneumocystose. Vous connaissez surtout ces tableaux-là. Ce sont des tableaux de distribution kystique et de verre dépoli. Bien ça, la plupart du temps, ce sont des patients de VIH. Pourquoi? Eh bien, l'installation de l'infection dans le poumon se fait à bas bruit et pendant une longue durée, et donc aboutit à cette formation kystique. Chez les patients qui ont la pneumocystose, quand ils sont immunodéprimés par d'autres causes, notamment en hématologie, ont des tableaux en verre dépoli pur la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, on a vu du verre dépoli, parfois c'est du crésipavine. Je vous rappelle le crésipavine, réticulation périlobulaire et endolobulaire, c'est le cas ici. Et donc, vous avez des tableaux en général dans la pneumocystose bilatérale relativement symétriques et qui respectent l'espace supérieur. Vous voyez, c'est assez étonnant, c'est un peu comme dans la NSIP, vous avez une bande noire ici qui correspond à l'aspect du cortex distal. Et puis donc, comme je vous l'ai montré, il y a des kystes. Alors ici, quelle est l'explication du tableau radiologique? Alors on a tous discuté, parce que moi je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas que du verre dépoli, mais c'était pattern en trois densités, et l'explication la plus logique semble l'association d'une couche de verre dépoli surajoutée par l'infection, le pneumocystis, mais aussi les conséquences du tabac. Gérard l'a bien documenté tout à l'heure. Ça donne quoi le tabac? Les bronchiolites, et notamment des zones de piégeage. Et donc ce tableau de bronchiolite sous-jacent a donné des orientations trompeuses chez ce malade. Donc voilà un petit florilège de dossiers qui nous permettent de discuter à la fois de l'hypersensibilité qui a été la thématique de la deuxième partie de matinée, et puis d'un agent qui est rencontré régulièrement en cas de maladie interstitielle d'origine infectieuse, qui est la pneumocystose. Je vous remercie.